Je vous jure que j'ai l'impression que le premier film est sorti il y a quelques semaines, mais en réalité ça fait au moins 3 ans. Glass Onion, une histoire à couteau tiré. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, comme vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Glass Onion, une histoire à couteau tiré, est la suite du premier film à couteau tiré avec évidemment le détective Benoît Blanc. Cette fois-ci, changement total de casting, sauf pour le personnage principal qui va devoir enquêter sur le meurtre de quelqu'un sur une île paradisiaque, île possédée par un milliardaire de la tech qui va inviter parmi ses amis les plus proches. Mais évidemment, il y aura bien plus que ça. J'attendais vraiment beaucoup ce film et j'ai vraiment envie de vous en parler, mais avant j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, c'est AbroGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Ça vous permet d'avoir accès à des Netflix bien plus convaincants que celui qu'on a en France par exemple. Bullet Train est dispo dans quasiment tous les pays du monde sauf en France. Merci la chronologie des médias où il faudra attendre 1 an et demi avant de voir ce film. HBO Max est disponible en Union Européenne mais pas chez nous, alors que tout le contenu OCS disparaît au 1er janvier pour HBO par exemple. Avec CyberGhostVPN, vous pouvez avoir accès à HBO Max et regarder déjà toutes les séries HBO que vous voulez, mais aussi les films comme Le Menu et Black Adam qui sont bientôt dispo. Le Menu, c'est début janvier. Avec un VPN, vous serez en bien plus grande sécurité que ce soit sur la Wi-Fi de, je sais pas, l'université, de l'hôtel dans lequel vous voyagez ou même de la bibliothèque pour vos révisions. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total, ça c'est super cool et c'est disponible sur tous vos appareils préférés. Et vraiment, tout le monde peut l'utiliser en quelques clics, c'est fait. Vous me posez souvent plein de questions concernant CyberGhostVPN, mais vous pouvez essayer par vous-même car vous avez 45 jours satisfaits ou remboursés et une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 4 mois gratuits plus 83% de réduction. Foncez sur l'offre. Pour parler de Glass Onion, alors il faut savoir qu'on est un pays un peu nul en France parce que pour le coup, Glass Onion est sorti au cinéma dans plein de pays du monde pendant 2 semaines si je dis pas de bêtises et c'était un carton. C'était tellement un carton que tous les cinémas américains, surtout parce que j'ai la news que concernant ces cinémas-là, ont supplié Netflix de garder le film en salle encore plus car il ramenait du monde en salle quoi, c'est un véritable carton. Et j'espère que ce film va remettre un peu en question le modèle Netflix car ils peuvent sortir des films sur leur plateforme et au cinéma en même temps. En plus ces gens-là avaient 1 mois d'avant-première quoi, ils ont vu ce film fin novembre. Mais en France évidemment à cause de la chronologie des médias ce n'est pas possible, c'est pas entièrement possible mais en tout cas on peut pas pendant plus de 48 heures je crois au cinéma. Mais même ça 48 heures honnêtement je prends. Si vous me dites que mon cinéma local aura Knives Out pendant même une séance, je réserve et j'y vais quoi. Là malheureusement ce n'est pas le cas, il est sorti sur Netflix, je vais pas me plaindre, je suis bien équipé mais voilà j'aurais aimé voir ce film au cinéma comme j'ai vu le premier au cinéma. Le premier film je l'avais adoré, je l'avais vraiment beaucoup aimé car il réinventait un peu d'une certaine manière le whodunit en le réadaptant déjà à notre époque à nous. C'est une capsule temporelle de une de l'Amérique de Trump, mais surtout que c'était pas juste un whodunit classique, c'était un whodunit qui était aussi plus que ça, enfin tu faisais pas que l'enquête, il y avait d'autres choses qui se passaient dans le film qui cassaient un peu les codes quoi, et ça c'était bien. Ce film le fait aussi un petit peu aujourd'hui aussi, moins je trouve, mais il y a quand même une séquence qui fait quand même beaucoup penser au premier film, qui casse aussi un peu on va dire les codes. Mais c'est bien parce que c'est une franchise qui a remis au goût du jour les whodunit, se sortir à une époque qui concurrence parfaitement des films comme La Mort sur le Nil, qui même si le livre est super, le film était vraiment pas terrible. Ryan Johnson il est en bonne position pour devenir une référence dans le whodunit dans le cinéma contemporain, et ça c'est fou. Et si vous vous demandez s'il faut voir le premier, la réponse est non, vous pouvez regarder le deuxième sans voir le premier, mais le premier est dispo sur Netflix donc tant qu'à faire, regardez le premier aussi qui est excellent. C'est Netflix qui a racheté les droits de la franchise pour 250 millions de dollars, c'est le budget de production des 2 prochains films. Celui-ci inclut du coup Glass Onion et le troisième, il y en aura un troisième. Et apparemment dans ces 250 millions de dollars, Daniel Craig en aurait pris 100. Oui. C'est l'un des plus gros salaires de l'histoire du cinéma pour 2 films. Et oui, un troisième film aura bien lieu. Donc combien de temps, je ne sais pas, parce que là il y a eu quand même 3 ans d'écart entre le premier et le deuxième. Mais bon, il y avait le Covid, tout ça, peut-être le troisième arrivera plus vite, peut-être dans 2 ans. Mais ça se voit que c'est un gros film pour le coup. Voilà, en termes de budget, Netflix ont step up. Avant c'était une maison tout simplement, ou presque. Maintenant c'est une île entière, plus ou moins. J'imagine que c'est un studio, ils sont allés tourner, mais il y a beaucoup plus de décors et c'est bien plus grand, même si globalement ça se passe au même endroit. Ça reste un huis clos. Mais bon, c'est un huis clos à haut budget. Parlons un peu de Ryan Johnson. Moi je trouve que c'est un gars extrêmement talentueux pour le coup. Il réalise et scénarise donc le film, lui tout seul. Et j'aime beaucoup sa mise en scène, que ce soit par les split screens au début du film, que ce soit par le surcadrage qu'il fait par rapport à certains objets et certains personnages. Ces objets qui ont une vraie signification pour l'histoire. Il y a beaucoup de gros plans sur les personnages car les regards des personnages sont super importants, les mouvements des personnages
personnages sont importants, et il y a plein de choses que vous voyez dans le film qui semblent banales et qui au fait sont globalement importantes. Je vais pas en révéler ici évidemment, mais du coup il y a une vraie importance dans le fait de montrer des choses qui sont simples mais qui ont une importance capitale pour le scénario. Et ces gros plans aident évidemment, et en plus de ça, il y a tout cet aspect avec la lumière. Il y a une scène où il y a une sorte de phare, j'en dirai pas plus, qui éclaire que certains endroits de la pièce, mais il y a aussi un travail sur la lumière sur les personnages pour justement parler un peu de qui ils sont réellement. Est-ce que je dirais que c'est un beau film? Alors pas spécialement non plus, mais je trouve que c'est un film qui est bien mis en scène, efficacement surtout, mais il n'y aura pas des plans magnifiques quoi. Là où le premier film avait quelques moments vraiment cool, celui-ci beaucoup moins je trouve. Peut-être il était plus inventif dans le premier film avec des moyens plus limités. Dans celui-ci, il se permet plus de choses qui vont je pense déranger à certains moments. Des fois, pour faire simple, vous revoyez la même scène mais d'un différent point de vue, et des fois t'as l'impression qu'il triche un petit peu. Faudrait que je revoie le film pour voir s'il triche réellement et revoir ces scènes, mais en fait il faut vraiment revoir tout le film parce qu'il y a des choses qui se passent dans le film qui changent ta perspective de certains trucs. C'est comme tous les whodunit au final, c'est comme ça que ça marche, mais c'est vrai que j'aurais besoin de revoir le film pour voir s'il a bien respecté certains aspects de mise en scène tout simplement, parce qu'à certains moments je me dis c'est peut-être un peu de la triche ce qu'il a fait. À vérifier, mais je me suis senti un petit peu trahi sur certains moments. Mais les décors sont importants, ils sont pour le coup utilisés, les vêtements sont importants aussi, pas forcément dans l'histoire, mais pour donner un peu de l'âme à ces personnages-là et pour un peu parler de leur personnalité avant tout. Mais c'est les détails qui sont importants sur le regard, sur les mouvements comme je vous l'ai dit, sur la composition du cadre, et c'est ça qui crée la vraie tension dans le film. De la tension et de l'intrigue, j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de tension à la limite, mais je trouve que le film, pour le coup, pour ce que c'était, les 2h20 de film sont passés comme ça. J'étais, je vous jure, ultra étonné à la fin du film. Ça m'arrive très rarement de pas sentir, en tout cas pas me rendre compte qu'on est sur 2h et quelques, mais là comme ça 2h20 sont passés en un instant. Je n'ai rien vu venir, je vous jure. L'acting est absolument fantastique, tous les personnages, je trouve qu'ils ont une vraie bonne énergie, ils se démarquent tous, je trouve, pas forcément en termes de scénario, parce qu'il y en a qui sont plus mis sur le côté que d'autres, mais en termes d'acting, je trouve qu'ils ont tous un truc qui leur permet de se démarquer, ils ont tous un moment qui leur permet de montrer leur talent, et ça c'est important, et je trouve qu'ils font un super travail, tous sont vraiment exceptionnels. Il y en a qui sont plus présents que d'autres, comme Edward Norton évidemment, Daniel Craig, mais j'étais étonné aussi par l'énergie de Madeline Klein par exemple. Je la connaissais de sa série, mais là c'est vrai que je m'attendais pas à autant voir cette énergie là. Mais tout le monde est comme ça et tout le monde est génial. Et puis il y a plusieurs caméos qui sont très très sympas. La musique est super aussi, entre les notes de piano intrigantes et les violons qui créent de la tension, ça marche vraiment bien. Mais bon, un whodunit, ça tient sur l'histoire, et je trouve que l'histoire est vraiment bien foutue, vraiment bien écrite. T'y crois que ce soit aux personnages, leur développement, leur évolution, au crime tout simplement, à l'enquête, aux dialogues qui sont aussi extrêmement calculés, j'en dirai pas plus, regardez le film, vous allez voir, mais justement il y a des indices dans plein de trucs en fait, dans tout ce qu'il y a dans le film, et des indices, des références, il y a même des moments un peu ironiques. C'est vraiment un film qui a plein de détails super intéressants et que j'ai apprécié voir pour ça quoi. Et je pense qu'un deuxième visionnage va rendre le film bien meilleur d'après moi. Ou alors il va le casser un petit peu, j'en sais rien, faudrait que je le revoie. Évidemment il joue avec tes attentes et en même temps t'as envie de savoir qui est le meurtrier et t'essaies aussi de le deviner en même temps que le détective. Mais il y a quelques facilités scénaristiques, j'en parlerai un petit peu en spoiler, qui m'ont un petit peu dérangé tout de même. En termes de thématique, le premier film critiquait beaucoup la politique, surtout l'extrême droite américaine. Là c'est encore un peu ça, mais pas que au final. Ça va parler de féminisme, de wokisme, des conservateurs américains, de toutes ces choses-là, de technologie, de lobbyisme, de chantage, de corruption, du Covid par exemple, et aussi de manière plus générale, une thématique sur le film en général, pas forcément ce film-là, mais l'art de manière générale, avec ce mot qui revient souvent, la disruption, qui est quelque chose pour laquelle Rian Johnson est connu, de manière positive et même négative pour certains. C'est pas très subtil en termes de thématique, c'est comme le premier au final, mais ça marche plutôt bien et ça donne encore cet aspect capsule temporelle. Pour conclure, Glass Onion Knives Out Story, une histoire à couteau tiré, pardon, en français, est absolument fantastique. J'ai pas vu les 2h20 passer, je trouve qu'il y a plein de détails, plein de choses qui sont brillantes, c'est super bien écrit, c'est super bien développé, ça te surprend, c'est bien mis en scène, c'est divertissant, c'est bien joué, c'est clairement l'un des meilleurs films de l'année, il y a aucun doute, et il a refait un peu l'exploit. Je sais pas si je le préfère au premier film, je trouve que les deux films se valent vraiment bien pour le coup, mais c'est vachement bien, honnêtement. C'est une vraie petite pépite. Encore une fois, voilà, c'est clairement l'un des meilleurs films que Netflix propose à son catalogue. Je suis juste déçu de pas l'avoir vu au cinéma parce qu'il est vraiment bien. Foncez, je pense que tout le monde va apprécier, c'est pour tout le monde. C'est un whodunit vraiment efficace. Et si vous avez adoré celui-ci, foncez sur le premier aussi qui est très très bien. Maintenant, on va passer en spoiler. J'ai envie de parler de quelques scènes en particulier. La première chose, c'est la mort de Duke, parce que tu t'attends vraiment à ce que ce soit Edward Norton qui y passe. Moi, en tout cas, je m'attendais à ça. Mais donc, c'est Duke qui y passe, et toute la scène avant sa mort est extrêmement bien en termes de tension, parce que t'as le bruit de la grille de la Mona Lisa qui s'ouvre et se referme constamment, t'as la musique qui est jouée, tu sens que ça va arriver. Et tu sais que ça arrive, et quand ça arrive, t'es un peu surpris, parce que je pense que comme tout le monde, on s'attendait un peu à quand même voir Edward Norton mourir, parce qu'il y a tout ce moment qui est super satisfaisant, où Benoît Blanc est en train de gâcher son énigme, mais il la gâche en quelques secondes, et je me suis quand même dit que au final,
final, même si c'est lui qui devait mourir, il va quand même mourir pour de vrai aussi au final. Mais non, pas du tout, c'est pas du tout ça, au contraire, hein, c'est lui le criminel, même si c'est plus compliqué que ça parce qu'au final ils sont tous coupables dans cette pièce. Donc la tension était super bien jouée, tu sentais que ça arrivait, et pareil lorsque la mort d'Andy arrive, tout le monde sort du bâtiment en même temps, et t'as la caméra niveau épaule sur Benoît Blanc qui porte son regard sur chacun des personnages qui sort justement du bâtiment pour voir à peu près qui ça peut être, voir si quelqu'un manque et des choses comme ça. Donc il y a plein de petits détails comme ça où ça crée du dynamisme, et c'est là que le film s'arrête un petit peu et fait un flashback, et c'est là que tu te rends compte qu'en fait que le crime qui est enquêté n'est pas le crime de Duke mais le crime de Andy. Et tout ce que tu vois par exemple sur la scène avec Andy qui tient la balustrade du bateau, tu penses qu'elle est là pour se venger, pour s'énerver, au fait elle a juste le mal de mer. Et ça c'est le genre de petits détails que j'aime beaucoup dans le film et pour lesquels la relecture du film sera intéressante. Et honnêtement moi la mort d'Andy, enfin du coup Hélène, j'y ai vraiment cru. Après moi là où je dirais qu'il y a quand même une grosse facilité scénaristique, c'est sur plusieurs choses au final, mais la chose qui m'a le plus dérangé c'est la manière dont le personnage de Hélène se balade un peu sur l'île sans que personne la voie, sans que personne l'interrompe. Elle arrive à se balader comme ça et récupérer des infos sur tout le monde. Et puis t'as des scènes qui sont jouées, surtout sa mort entre guillemets, qui est rejouée dans le film, donc à deux moments différents, et la deuxième scène t'as beaucoup plus de la scène en question, et t'as l'impression qu'en tant que spectateur on t'est menti et qu'on t'a pas montré tout ce qu'il fallait te montrer. Donc je trouve quand même c'est un peu de la triche, faudrait que je revoie la scène, hein, voir comment ça a été monté surtout, mais je trouve que c'est un peu de la triche quand même. Mais le twist sur l'enveloppe est fou, le fait qu'elle soit cachée derrière justement cette image du Fibonacci, de cette fameuse spirale, j'ai trouvé ça vraiment génial, et elle est cachée derrière la fausse note, c'est génial. J'ai adoré le twist sur les mots pour le coup, parce que tu te rends compte qu'en fait ce milliardaire de tech est un débile tout simplement, et un gros débile, et en fait il prend des idées à droite à gauche mais il comprend rien, et tu vois qu'il improvise parce que c'est un gros débile qui a trahi des gens mais qui a surtout eu beaucoup de chance, mais qui est aussi extrêmement influençable. C'est vraiment un crétin et j'ai beaucoup aimé ça parce que Benoît Blanc lui dit ouais c'est un débile en fait, qu'est-ce qu'on perd notre temps avec lui, c'est un gigantesque crétin. Par contre moi ce qui m'a énervé c'est la manière dont Andy est tellement proche de Miles que Miles arrive à brûler la note. Alors au final c'est pas important parce que du coup ça oblige Hélène à changer un peu sa personnalité et venger sa sœur, et du coup casser toute la maison et prouver différemment que c'est un criminel, mais le fait d'être aussi proche avec la seule preuve que tu as, j'ai trouvé ça profondément débile et ça m'a un peu sorti du film. Je me dis mais qu'est-ce que tu fous aussi proche? Qu'il le brûle ou pas, il aurait pu juste l'attraper quoi, enfin je trouve ça débile. Après on peut se poser la question sur qu'est-ce qu'est devenu l'enregistreur, alors peut-être j'ai un peu zappé ça dans le film, il faudrait que je regarde le film de nouveau, voir où est-ce qu'il a terminé, mais il y a aussi plein de petits trucs comme le fait qu'il n'y ait pas vraiment de caméra dans ce manoir. Il y a quand même un truc sur cette île où je me dis peut-être il y aurait eu des caméras, tu dis oui c'est pas un gars très tech, il a un fax et tout, mais en même temps il a un jardin automatique qui détecte la fumée. Donc c'est bizarre parce qu'il est tech mais pas trop à la fois. Je sais bien que tu veux pas forcément des caméras chez toi et qui va venir sur ton île, mais peut-être ça aurait dû être expliqué un peu plus. Mais évidemment la fin est géniale, c'est horrible de voir la Mona Lisa brûler, la Joconde, mais c'est le but du film de te faire ressentir ça, et justement c'est avec la thématique de l'immortalité. Le gars est devenu l'homme qui a brûlé la Joconde et je trouve ça génial. Mais la fin est tellement satisfaisante avec l'autre gars qui était en train de fumer des joints, qui était en train de rigoler à voir l'explosion, c'était étonnamment satisfaisant. Très drôle justement ce passage je trouve avec Among Us, parce que si vous savez pas dans Among Us il y a un skin de Benoît Blanc, c'est un partenariat avec le film et le jeu, mais j'aime bien ce fait sur Benoît Blanc qu'il n'est pas très doué sur des choses simples, et je pense qu'on connaît tous des gens qui sont brillants, qui sont très intelligents mais qui sont nuls sur des trucs basiques, et c'est un peu le cas de Benoît Blanc. Alors loin de moi par exemple de dire que je suis brillant, alors pas du tout, mais juste pour dire que moi par exemple je suis très mauvais sur les listes. Genre si quelqu'un me dit bah dis-moi 5 coups de NIT, je serais pas capable de vous le dire quoi, alors que j'en ai vu plus que 5, mais juste je serais pas capable de vous donner une liste comme ça. Et lui par exemple Benoît Blanc il est nul sur des trucs vraiment basiques aussi quoi. Ça lui donne de la personnalité et j'aime beaucoup le jeu d'acteur qu'il a au final, pas Daniel Craig mais Benoît Blanc. Quand il arrive sur île il fait le choqué en mode ah bah je savais pas que j'étais pas invité, qu'est-ce qui se passe? Il le joue super bien et l'alchimie qu'il a avec Hélène est super, et j'aime beaucoup le fait que Benoît Blanc à chaque fois il donne les clés du mystère mais il laisse entre guillemets bah, que ce soit Ana de Armas dans le premier film ou là Andy gérer justement la solution. Lui il donne juste les clés et après il fait ce qu'elle veut. J'aime bien le fait que Benoît Blanc donne du pouvoir justement aux personnes qui subissent ces crimes. Qu'est-ce qu'il foutait habillé dans la piscine? Ça je sais pas. Le fait qu'il soit gay au final a une certaine importance parce que le personnage de Kate Hudson essaie un peu de le dragouiller et tu vois que Kate Hudson elle a toujours manipulé les gens comme ça, en tout cas c'est ce qu'elle dit, et le fait qu'il soit gay bah en fait il en a rien à battre hein, tout simplement, alors que peut-être ça aurait pu être une arme contre lui hein, qui sait. Mais sinon tout le monde était top pour le coup, Hélène et Andy à la fois qui jouent les deux c'était génial. Edward Norton hein, toujours hein, qui joue le méchant, je trouve que c'était super satisfaisant. J'aime bien le coup de l'ananas qui était vraiment très drôle, et j'aime bien le fait que ce soit un débile, ça c'est un truc que j'aime beaucoup dans le film. La fin est super satisfaisante et moi ce qui m'a le plus étonné dans ce film c'est que le temps est passé super vite quoi. Les 2h20 je suis encore scotché. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de Glass Onion, avez-vous adoré ou détesté tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux et avant de quitter cette vidéo pensez à utiliser le lien dans la description dans le commentaire épinglé afin de débloquer avec CyberGhostVPN toutes les plateformes de streaming que vous voulez en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03€
par mois, plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.